Bonjour et bienvenue donc sur ce nouveau webinaire qui a comme sujet revivre après une relation toxique, c'est-à-dire avec un sociopathe, avec un narcissique, avec un manipulateur ou une manipulatrice de tout genre. Dans les podcasts, dans les webinaires précédents, on a vu donc déjà la personnalité du sociopathe, c'est quel genre de personne, et puis donc le dernier webinaire, le webinaire précédent, il y a une quinzaine de jours, nous avons donc vu la relation en elle-même, la relation avec un sociopathe, comment elle se développait, comment elle se tournait, dira-t-on. J'ai déjà reçu une question. Alors, la question que j'ai reçue, elle est posée par Michel et elle me demande donc que je décris donc le sociopathe comme quelqu'un d'arrogant qui aime se faire valoir et briller en société. Est-ce que certains d'entre eux peuvent, à l'inverse, être de grands taiseux, présenter une apparence réservée? Si oui, ce sont les plus dangereux à mes yeux, en effet. En règle générale, on dira que non, les sociopathes sont en règle générale assez, ils aiment bien se faire valoir, ils aiment bien se faire montrer, ils aiment bien jouer pour la galerie, ils aiment bien être au centre. Donc, en règle générale, ce ne sera pas un taiseux, à part dans certaines situations où il se sent en danger, où il se sent éventuellement ou sous la coupe d'un autre sociopathe ou de quelqu'un qui peut un petit peu trop voir ce qui se passe derrière la façade. Donc pour ne pas trop montrer ce qui se passe, pour ne pas en dire trop. Donc là, ça peut être une personne qui va taire ses plans quelque part, parce que s'il est dans un milieu, dans un environnement, par exemple une prison ou autre, où il peut y avoir plusieurs gens de ce type de personnes, et il va préférer se taire un petit peu pour pas dévoiler trop ses plans. Deuxième question, est-ce qu'un couple de sociopathes est envisageable? Et si oui, est-ce qu'ils se déchirent et c'est le plus fort des deux qui l'emporte? Ou est-ce qu'ils peuvent s'associer pour mieux nuire? Les couples de sociopathes, non seulement c'est envisageable, mais ça a existé, ça existe sûrement toujours. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Là, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que qui se ressemble s'assemble, parce que c'est pas le cas. Et en fin de compte, on a les deux cas de figure. Le plus souvent, ils vont se déchirer, se taper dessus et se séparer très rapidement. Mais il y a eu des situations, il y a eu des couples où ils ont pu rester ensemble pendant des années même. Et là, dans ce cas-là, c'est un petit peu comme si chacun des côtés du couple ont leur territoire quelque part. Donc, ils se complètent, si on peut dire ça comme ça. Il s'associe rarement parce que le sociopathe ne s'associe à personne ni à rien. Donc, ils s'associent rarement, mais ils vont un petit peu comme délimiter un petit peu leur territoire. Chacun aura un petit peu son territoire quelque part. Et oui, il y a eu des cas, il y a eu des couples de sociopathes. Donc maintenant, nous en sommes arrivés au point où le couple avec un sociopathe ou une sociopathe donc a cassé. Il y a eu la rupture, c'est là où on s'était arrêté la dernière fois. Et puis maintenant reste la personne, l'autre côté du couple, si on veut dire ça comme ça, qui elle ou lui est totalement détruit, totalement à plat. C'est une longue route au travers du désert qu'il va falloir faire. Et cette route, elle est en plusieurs étapes, qu'on pourrait appeler les étapes de la guérison. Alors déjà, je vais vous mettre un petit point de vue sur les différentes étapes, et puis après, on les verra un peu plus en profondeur. La première étape, c'est la dévastation, puis la dénégation, puis après, ça va être c'est pas une étape sur le sujet central sera la confiance en soi. Donc, ce n'est pas parce qu'on va avoir moins ou plus de confiance en soi, mais ça va être le point central. Puis, une certaine compréhension de la situation. Ensuite, on aura une phase où on va ressentir des émotions en différé, c'est-à-dire des émotions qu'on ressentira à ce moment que l'on aurait dû, si on peut dire ça comme ça, ressentir beaucoup plus tôt. Puis TSPT, alors là je me plante toujours parce que j'utilise moi PSTP, parce que j'utilise le mot anglais, Post-Traumatic Stress Syndrome, et en français c'est trouble de stress
post-traumatique. Voilà, parce que vous mettez toujours les abréviations dans l'autre sens. Et puis la perte de l'innocence. Une fois qu'on a passé au travers de ces 7 phases, alors bien entendu, hein, on est des êtres humains, on n'est pas des bœufs, on n'est pas des robots, donc les phases ne sont pas délimitées comme ça très clairement, très nettement. Ouais, là aussi, elles passent un petit peu de l'une à l'autre, on passe en glissant, et puis on peut bien entendu régresser sur certaines des phases, on peut aussi rester bloqué sur certaines des phases. Après ces phases, donc arrivera en fin de compte la façon dont on s'en sortira vraiment, mais ça on verra ça plus tard et il n'y a pas vraiment raison d'en faire un webinaire. La première phase, c'est donc la phase de dévastation. C'est lorsque la relation s'est arrêtée, lorsque tout est stoppé, on ressent du vide, un choc. Vous allez avoir des personnes qui vont abuser de l'alcool, de cigarettes, du café, du hashish, autres substances. On va avoir des pensées suicidaires, on va avoir du mal à focaliser son attention sur quoi que ce soit. On va entrer en dépression, une sorte de détérioration physique. En quelque sorte, ça va être disons une crise très forte, encore plus forte que lorsqu'une personne vous quitte, une personne normale, j'allais dire, parce que lors d'une relation normale, c'est déjà relativement compliqué et ça peut faire très mal. Mais là, il faut penser que tout le jeu du sociopathe, quelque part, a été de se jouer de sa victime. Donc, tout a été conçu pour faire un maximum de mal une fois que le jeu s'arrête. Et donc, la personnalité qui a été bien érodée lors de la relation, quand tout d'un coup la dernière béquille, si on peut dire ça comme ça, s'en va, donc quand il vous quitte ou quand il vous bazarde, et ben en fin de compte, on n'est plus qu'une loque, tout simplement parce que on n'a plus rien sur quoi se retenir. Donc la première des choses à faire, c'est de prendre un rythme de vie et de faire attention à soi. Il faut être bon envers soi-même à cette période-là plus que d'autres. Alors, si vous avez des pensées suicidaires, si ça va aussi loin que ça, là, il faut ou téléphoner à quelqu'un à une ligne suicide ou alors contacter un psy au plus vite. Mais là, il faut y faire quelque chose parce que vous ne pourrez rien faire de bon si vous êtes dans les pensées suicidaires. Donc là, je pars du principe que vous avez quand même enrayé les pensées suicidaires et là, vous vous êtes décidé, enfin, quelque part, à essayer de vous remettre sur pied, même si vous avez l'impression, quelque part, que ça arrivera jamais, que ce sera pas possible. Donc, il y a plusieurs méthodes. Alors là, vous pouvez peut-être pas tout faire, mais faites-en quelques-unes. Donc, méditation, relaxation, une façon de se détendre. Prenez des bains de soleil si possible, parce que déjà, il y a de la lumière. La lumière, c'est bon, c'est antidépresseur. On en a fait des essais à Copenhague, d'ailleurs, et même aujourd'hui, en tout cas à Copenhague, on travaille beaucoup à arrêter la dépression en faisant des cures de lumière. Donc, des lumières, sortez et prenez des bains de soleil si possible. Prenez des vitamines, tout ce qui est vitamine B6, B12, c'est très bon contre les dépressions d'ailleurs. L'huile de poisson, vous savez, l'huile de foie de morue, en fin de compte, aujourd'hui, ça c'est très bon. Mais sans ça, l'huile de poisson, ça c'est très bon pour la peau et pour les cheveux. Et quelque part, c'est quelque chose qui va vous aider à reprendre un aspect extérieur un peu plus brillant, si vous voyez ça comme ça. Et ça, c'est très important. Comme ça, quand vous vous regardez dans la glace le matin, vous voyez pas un truc qui est à chier. Vous voyez quelque chose qui est quand même un petit peu plus agréable. Le millepertuis, c'est un très bon antidépresseur naturel. Ça, vous pouvez en prendre. Je connais plusieurs personnes qui se sont sorties de dépression en prenant du millepertuis, tout simplement. Donc, faites une balade chaque jour parce qu'il est parfaitement improbable que vous puissiez passer plusieurs heures dans une salle de sport ou avoir un schéma gym par jour, etc. Ça, ce sera pas possible. Donc, juste une balade, histoire de sortir, de respirer l'air pur, de bien respirer à fond, de voir ce qui se passe un petit peu à l'extérieur. Mangez 3 fois par jour, même si vous n'avez pas faim, très important. Dormez de 7 à 9 heures par jour ou 6 à 9 heures par jour, c'est un petit peu
très peu de personnes dorment en fin de compte 8 heures par jour, c'est une moyenne. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de dormir 8 heures par jour ou 9 heures par jour, ben, dormez ce dont vous avez l'habitude. Mais ce que je veux dire, c'est ne dormez pas trop. Ne passez pas la journée à dormir et ne passez pas non plus des nuits blanches, quoi. Donc, dormez des nuits normales et levez-vous à une heure acceptable. Il ne faut pas se lever à 2 heures de l'après-midi pour, après ça, faire la java le reste de la nuit pour oublier. Soignez votre hygiène, brossez les ongles, les dents, prendre une douche chaque jour, même si on ne sort pas, même si, enfin, à part cette balade, même s'il n'y a rien de spécial, ne restez pas chez vous en jogging. Et puis, arrêtez de vous détailler dans le miroir. Très souvent, à la fin d'une relation à la fin d'une relation avec un sociopathe, comme beaucoup de choses sont basées sur l'aspect physique, il est obnubilé par la beauté, par l'aspect physique. Son aspect physique à lui, d'ailleurs, il va être obnubilé par certains de ses signes, de son apparence, et il va aussi être obnubilé par les vôtres, et puis bien entendu, c'est là-dessus en plus de ça, qu'il vous fait mal. Les choses qu'il va critiquer chez vous, ça va être les choses qu'il sait vous font le plus mal. Et donc, vous avez pris l'habitude de vous détailler dans le miroir pour être sûr, est-ce que maintenant est-ce que j'ai vraiment un gros nez, ou est-ce que j'ai vraiment des yeux qui vont vers le bas. Enfin bref, mais ça, arrêtez-vous de vous détailler dans le miroir. Vous êtes très bien. Faites attention à vous. C'est la première des choses à faire dans cette phase, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas travailler sur vous en ce moment. Vous êtes totalement à plat. Donc, ce qui est important, c'est commencer à se remettre en ordre, si on peut dire ça comme ça, de façon physique, premièrement, parce que sans ça, vous ferez rien de bon. Ensuite arrive donc cette phase, qui est donc la phase de dénégation. Donc là, c'est l'inconstance, on est en pseudo-bonheur, on peut avoir presque une tendance maniaque, et comme on vient de passer au travers d'une phase très dépressive, il y a certaines personnes qui vont se croire bipolaires ou quelque chose comme ça, alors que c'est pas le cas. Là encore, abus de substances, impulsivité, on va rechercher l'attention, puis on va le harceler, on va commencer à voir sa page Facebook constamment, enfin bref, des choses dans ce genre-là. La délégation, ça vient en fin de compte quelque part comme une espèce de façon de lui prouver que on se débrouille très bien sans lui, en fin de compte, qu'on n'a rien à secouer, et je suis heureux ou je suis heureuse, j'ai plein de copines, j'ai plein de copains, je peux me faire des mecs, je suis sympa, je vis la vie, je bois si j'en ai envie. Et puis là, vous pouvez risquer presque de prendre certaines décisions très malheureuses. Vous risquez de reprendre des relations avec quelqu'un d'autre, la première personne qui vous tombe sous la main et qui présente un aspect plus ou moins intéressant, juste pour. Et dans ce cas-là, ça risque en fin de compte de partir en sucette tout ça, parce que les règles que vous suivez ou les raisons pour lesquelles vous recherchez toutes ces choses, c'est quelque part pour lui prouver à lui qui est parti et qui s'en fout totalement que vous pouvez vivre sans lui, ou c'est pour vous prouver à vous que vous pouvez le vivre sans lui, mais tout est fait quand même par rapport à lui. Ou bien vous allez faire quelque chose qui est le contraire de ce qu'il aime, ou bien vous allez essayer de retrouver quelque chose qui est plus ou moins la même chose que vous avez connu au début, lors de la première phase de votre relation, où tout baignait dans le champagne rose. Donc, quelque part, là, vous êtes en train d'avoir une négation de la réalité, et c'est une phase très dangereuse, parce que, quelque part, ça retarde le travail sur vous. En ce moment, vous êtes en pause, si on veut dire ça comme ça, mais en pause un petit peu comme s'il y en a certains d'entre vous, je sais qu'il y en a au moins une, qui est de ma génération, même d'avant, on a connu les magnétophones à cassette. Et là, à cette époque, pour mettre en pause, vous voyez, on appuyait sur un bouton et puis ça faisait enlever les têtes de la cassette, et puis la cassette s'arrêtait de tourner. Et c'est un petit peu comme ça, quoi. Et rien ne se passe, la musique ne joue plus jusqu'au moment où on rappuyait sur pause.
eh ben, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est se mettre en pause de cette façon-là. Quelque part, on ne va pas avancer, on ne change rien, et le travail qu'on fait pas aujourd'hui, il faudra le faire demain, et ça risque d'être encore plus compliqué, encore plus difficile. Donc, c'est une période où qu'il faut, bon, vous risquez d'y passer quelque temps quand même, mais c'est une période sur laquelle il faut assez rapidement passer et travailler. Donc, si vous êtes en train de vous faire des fêtes et de boire, ben, il est temps d'arrêter. Bon, c'est un fait que si vous pouvez gérer quand même de prendre une bière de temps à autre, c'est bon. Mais s'il y a un petit peu trop de consommation, alors dans ce cas-là, mieux vaut arrêter totalement. Ne faites aucun changement décisif, ne prenez aucune décision importante. En ce moment, si vous avez un boulot, même s'il est nul, même si votre sociopathe vous a fait croire qu'il était totalement nul parce que vous êtes nul, parce que vous aurez de toute façon jamais un bon boulot, il ne l'est pas. Ne prenez pas de décision de tout larguer en ce moment. Ne prenez pas de décision de vendre votre maison. Ne prenez pas de décision de faire de grands changements parce qu'ils seront toujours quelque part influencés par son avis à lui. Donc, pour une fois, ne faites pas confiance à votre intuition. Je sais que généralement, je dis qu'il vaut mieux faire confiance à son intuition, mais là, en ce moment, vous êtes tellement hors de phase avec tout, un petit peu déconnecté de trop de choses, votre intuition risque de vous mettre dedans. Donc, pour l'instant, aucun changement, aucune décision importante et comprenez que ça, c'est juste une phase qu'il vous faut passer. Donc, lorsque vous voyez que vous avez un petit peu trop la tendance à faire la fête, etc., bah, c'est donc un signe que vous êtes quelque part en train d'essayer de suppléer certaines choses ou de reprendre certaines choses, mais vous ne pourrez pas comme ça. Donc, passez cette phase, remettez-vous un petit peu en phase avec vous-même. Comme ça, vous pouvez passer à la troisième phase qui commence, elle, à être quand même un petit peu plus, un peu plus orientée travail. Donc, là arrive la phase confiance en soi. Et dans ce cas-là, donc, on est plutôt dans l'incertitude, dans l'anxiété, la curiosité de pas mal de choses. C'est là où on commence, en fin de compte, très souvent à se rendre compte que peut-être qu'il y avait un truc qui allait pas dans cette relation. C'est bizarre. Est-ce que c'est vraiment de ma faute? On a d'une incrédulité, on se fait des films, on a des culpabilisations, on se contredit beaucoup. Là, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans un état qui s'appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est lorsque vous ne comprenez plus, et ça, c'est quelque chose qui vous a été inculqué par le sociopathe en plus. La dissonance cognitive, c'est quelque part quand vos émotions ne sont pas en adéquation avec ce qui s'est passé, ou lorsque l'on agit de façon à détruire ce que l'on veut construire. Donc, la dissonance cognitive, dans ce cas-là, ça peut être, par exemple, de vous dire, mais oui, mais je l'aime, et en fin de compte, il m'a détruit. Il m'a totalement bousillé. Mais non, c'est pas moi c'est pas lui qui m'a bousillé, mais c'est moi qui me suis bousillé toute seule. Donc là, en ce moment, vous avez tellement de choses, tellement d'émotions qui sont mélangées les unes aux autres, que quelque part, il est difficile de s'y retrouver. Et c'est donc pour ça qu'il est important de travailler sur ce qui s'est passé exactement. Très souvent, lorsque les gens sont dans cette phase, ils vont me dire, mais oui, mais je l'aime et il m'aime, je suis sûr qu'il m'aime, il me l'a dit tellement de fois. Mais oui, mais dans ce cas-là, il faut travailler avec. Il vous a dit qu'il vous aime. C'est un fait. Si vous avez dit qu'il vous détestait, vous ne seriez pas restés ensemble. Et encore, il vous l'a presque dit d'ailleurs dans certaines situations. Mais comment a-t-il agi? A-t-il agi de la façon dont on agit lorsqu'on est avec quelqu'un qu'on aime? Est-ce qu'il vous a traité comme une personne qu'il aimait? Ah oui, elle va me revenir donc tout au départ de la relation où il l'écoutait, où il lui faisait si bien l'amour, et ceci, ceci. Oui, oui, mais ça, c'est pas le problème, ça, c'est l'hameçonnage. Mais après, une fois que vous étiez accroché, ça s'est passé comment? Est-ce qu'il vous a montré son amour? Est-ce qu'il a fait toutes ces choses qu'il vous avait promises? Eh ben non, justement. Donc, on commence à travailler sur la relation entre ce qui a été dit et ce qui a été fait et ce qui s'est passé exactement. Maintenant, et là, c'est extrêmement important,
quand vous commencez à entrer dans cette phase, en tout cas, le mieux, le plus tôt, c'est le mieux de n'avoir aucun contact avec lui. Mais dans la première période, de toute façon, vous en avez généralement pas parce que vous êtes totalement à plat. Et puis donc la deuxième période, là généralement on a très peu de contact avec, si possible, parce qu'on est surtout occupé à montrer qu'en fin de compte on peut très bien se débrouiller sans lui. Donc c'est en tout cas là, à ce moment-là, au moment où vous allez commencer vraiment à bosser avec vous, vous coupez tout contact avec lui. Alors, bien entendu, si c'est une personne avec qui vous travaillez, si c'est un collègue de travail, ou si vous avez été marié, ou si vous avez des enfants ensemble, donc il y a un contact minimum qu'on est obligé d'avoir. Donc dans ce cas-là, gardez ce contact au minimum, mais vraiment rien de plus que ce qui est nécessaire au travail et rien de plus de ce qui est nécessaire à envoyer les enfants chez l'un ou chez l'autre. Et là, en fin de compte, pour être parfaitement honnête, on n'a vraiment pas besoin de contact. Mais à part ça, donc aucun appel, aucun texto, aucun mail. Bloquez-le sur Facebook, bloquez-le sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux que vous avez, mais c'est vraiment rien. D'accord? Ou alors donc, si c'est texto ou mail, c'est les enfants arriveront avec tel train à telle heure, et puis c'est tout. Mais sans ça, rien. Si vous avez changez de numéro de téléphone, changez de numéro de portable, bloquez-le sur Facebook et sur les médias sociaux, effacez ces mails ou faites un filtre sur votre logiciel de mail de façon à ce que tous les mails qui viennent de lui passent directement poubelle sans que vous les voyez. Mais vraiment, rien. Le calme plat sur ce côté-là. Vous évitez les endroits où vous avez une possibilité de le rencontrer. Aucune rencontre par hasard, parce que quelque part, des fois, on peut vouloir, ne serait-ce que venir, si on essaie de trouver un beau mec, par exemple, on va se promener comme par hasard aux endroits où on risque de le rencontrer. Comme ça, on peut lui montrer qu'en fin de compte, moi, je vais très bien aussi. Non, non, aucune rencontre par hasard du tout. Vous évitez les endroits où vous pouvez le rencontrer par hasard et qu'il fréquente. Ne parlez plus de lui. N'en parlez même plus à vos amis, n'en parlez plus à vos collègues, n'en parlez plus à personne. Ne parlez plus de lui. C'est lui donner trop d'honneur. Fini. Vous pouvez en parler à votre psy, bien entendu, si vous en avez un, mais sans ça, non, vous ne parlez plus de lui. Débarrassez-vous des souvenirs que vous avez. Et quand je dis débarrassez-vous, c'est par exemple toutes les photos, machin, etc. Photos sur votre disque dur, vous les effacez, on n'en parle plus. Si vous avez des lettres en papier ou des photos en papier, vous les brûlez. C'est pas suffisant de les mettre dans une boîte en haut de l'armoire parce que vous savez que tôt ou tard, vous allez les reprendre. Donc, vraiment, tous les objets qu'il vous a donnés, vous les donnez à quelqu'un d'autre, vous les balancez à la poubelle, mais vous vous en débarrassez. Bon, de toute façon, généralement, c'est pas grand-chose. Ce qu'il vous a donné, c'est éventuellement tout au début de votre relation, et il y a même des chances pour que ce soit vous qui l'ayez payé. Donc, à la limite, mais donc essayez de le revendre. Mais tout ce qui vous a donné, tout ce qui peut vous le rappeler, tout ce qui lui a appartenu, les photos, les CD, etc., vous vous en débarrassez. Si il fait mine de revenir, ce sont des choses qui peuvent arriver. Si par exemple ça se passe pas aussi bien que ça avec sa nouvelle cible, ou si par exemple il a envie de rejouer un petit peu avec vous, donc il va revenir tout penaud, etc. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas, ne le suivez pas. Pas de réponse, pas de contact. Et donc, encore une fois, évitez l'alcool parce qu'il manquerait plus qu'un jour, vous en avez pris une de trop et puis que vous lui laissez un message totalement aviné sur son répondeur. Et tu crois que ça était bien, des trucs dans ce genre-là, non, ça vous retombera dessus. Donc, restez autant en contrôle avec vous que possible. Reconnectez-vous avec vos anciens amis, avec les amis que vous avez peut-être pas lancés, ou reconnectez-vous avec vos collègues, commencez à sortir un petit peu plus avec eux, parlez-leur plus. Reconnectez-vous avec votre vie. Et ne le recontactez pas une dernière fois, ne serait-ce que pour lui dire ça y est, c'est fini ou autre chose. La seule chose qui risque de se passer, c'est que déjà lui, il s'en fout. Il s'en moque totalement. Vous n'êtes pas importante pour lui. Je sais que c'est très difficile à comprendre, mais c'est un fait. Et en le recontactant, la seule chose qui risque, c'est de vous considérer comme totalement débile, de vous parler comme un bébé ou de montrer un manque d'intérêt total ou autre. Enfin bref,
c'est encore vous qui risquez quelque part de vous retrouver comme la 5e roue du carrosse. Donc, non, vous ne le recontactez pas une dernière fois. Puis, nous arrivons à la phase de compréhension. En même temps que cette phase donc où on coupe les contacts, etc. Donc, cette curiosité fait qu'on lit des bouquins et on se rend compte que la personne peut-être était pas tout à fait bleu-blanc. Donc, on se sent malade, physiquement choqué, dégoûté. Il y a différentes pièces qui se mettent en place. On a des moments de paranoïa, des serrements de poitrine et autres. Et puis donc, lorsque cela arrive, donc c'est quand on commence à travailler sur soi, lorsqu'on commence à travailler sur ce qui s'est passé, lorsque ces pièces commencent à tomber en place, où on se dit mais alors il s'est foutu de moi constamment, ou mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc on passe un petit peu par toutes ces phases. Mais comment est-ce que j'ai pu être aussi naïve? Comment est-ce que j'ai pu y croire? Mais comment est-ce qu'on peut faire ce genre de truc? Les choses viennent comme ça en bloc quelque part. Tout d'un coup, on a tout un bloc, et puis après, on a un autre bloc. Et donc, ça fait que on peut passer un petit peu d'un état à l'autre. C'est la phase de compréhension. Et vous commencez à comprendre un petit peu comment son cerveau fonctionne à ce moment-là. Mais c'est difficile l'une des choses qui, je le pense, est plus difficile à comprendre, c'est ce manque total d'empathie et d'émotion, de sentiments qu'il peut avoir. Parce que du fait que nous sommes quand même des personnes qui sommes dotées d'émotions, le fait de se sentir totalement sans émotion par rapport à quelque chose, par rapport au mal qu'on peut faire à quelqu'un, c'est quelque chose qui peut être très difficile à saisir. Oui, on peut le comprendre de façon logique lorsque je l'explique, mais le comprendre comme ça vraiment en soi, c'est quelque chose qui peut être très très compliqué. Donc c'est pour ça que vous passez quelque part au travers différentes phases de choc et de dégoût lorsque vous commencez à saisir certaines de ces choses qu'il vous a fait faire, qu'il vous a fait dire, qu'il vous a fait la façon dont il vous a traité. Donc on passe un petit peu au travers de toutes ces phases pendant que les pièces du puzzle s'emboîtent. Et puis on peut, comme une espèce d'ultime défense quelque part, tomber un petit peu dans le piège qui nous a été donné par les films américains, et pourtant je suis très américanophile, qui nous présente le sociopathe comme la victime de lui-même, en fin de compte. Il est la première personne à en souffrir de ce manque, de ces problèmes. Alors, quand il nous balance pas que c'est à cause de son enfance misérable, donc on nous balance que, en fin de compte, il est quelque part victime de lui-même, il sait pas comment faire. Si on lui donnait la bonne guidance, peut-être qu'il s'en sortirait, etc., etc. Et là, dans ce cas-là, ne tombez pas dans ce piège-là, parce que là, vous commencez à avoir de la pitié pour lui, et puis vous êtes reparti pour un tour. Non, le sociopathe n'est pas victime de lui-même. La victime, c'est vous, le cas échéant. Et puis, on en arrive aussi à se demander si soi-même, on n'est pas sociopathe. Justement parce que, quelque part, des fois, on en vient à le haïr tellement que des fois on se dit mais peut-être que c'est moi qui suis sociopathe, ou alors aussi parce qu'il vous l'a fait croire lors de la relation que vous avez eue, qu'en fin de compte c'était vous qui étiez paranoïaque, qui était schizophrène, qui était dépressive, qui était jalouse, qui était sociopathe. Et donc très souvent les gens en arrivent à se poser la question, mais peut-être est-ce moi, peut-être que je suis sociopathe aussi. Est-ce que c'est moi qui l'a rendu comme ça quelque part, en traitant mal, en appuyant sur ces boutons quelque part? Est-ce que c'est moi qui suis sociopathe? Bon, là, je peux vous rassurer tout de suite. Rien que le fait que vous vous posez cette question, non, vous ne l'êtes pas. Parce que ça, c'est la dernière question qu'un sociopathe se poserait, c'est est-ce que je suis sociopathe? Parce qu'il en a vraiment rien à en cirer. Et d'ailleurs, il ne pense pas, il ne se voit pas comme sociopathe. Il se voit seulement comme dans le monde, il y a des loups et des brebis, et lui, il est un loup. Point barre, parce que c'est la seule façon de survivre dans ce monde. Ensuite arrive la période des émotions différées, la 5e phase. Donc là, c'est lorsque l'on est passé donc au travers de cette honte, etc. Donc, on arrive à ce phénomène de colère,
encore une fois, là, on se prend une bonne dose de dépression, de la jalousie par rapport à la vie qu'il vit en ce moment, alors que vous, vous vivez une vie qui est extrêmement nulle parce que vous avez beaucoup de travail à faire sur vous, vous avez plein de pensées dans votre tête et vous avez une énorme tentation à vouloir le recontacter, ne serait-ce que pour lui faire comprendre que vous savez maintenant qui il est, que, etc. Et ça, même à ce moment-là, sous cette colère, sous cette rage, ne le recontactez pas à ce moment non plus, parce que encore une fois, il n'en a rien à faire. En ce moment, il est concentré sur sa nouvelle cible, et là, vous serez encore l'image de son ex parfaite. Tiens, bah, tu vois, mon ex, elle est totalement débile, elle est totalement folle, elle vient de me téléphoner et écoute ce qu'elle vient de me dire. Donc, non, ne le recontactez pas à ce moment-là. Et donc, vous allez avoir ces alternements entre la colère et la dépression, même ce phénomène de boule dans l'estomac. C'est parfaitement normal parce que ce sont les émotions, quelque part, que vous aviez lors de votre relation, lorsqu'il faisait ou il vous faisait certaines choses, que vous n'osiez pas sortir à ce moment-là, que vous n'osiez pas vivre à ce moment-là parce que ça aurait été beaucoup trop dangereux pour vous. Et ce sont ces émotions qui maintenant, ou en plus vous comprenez ce qui s'est passé, sortent et ont besoin d'être travaillées. Donc, vous pouvez avoir une tendance à vouloir faire une page internet qui parle de lui ou qui parle de ce genre de personnes, ou vous pouvez avoir tendance à vouloir avertir sa prochaine cible, etc. Non, non. Généralement, les personnes qui ont fait ce genre de choses, lorsqu'elles en ont reparlé après, ça leur a rien donné. Quelque part, ça vous retarde, ça vous laisse bloquer sur lui, mais ça ne vous fait pas avancer et quelque part, ça ne rapporte rien. Là, j'ai une question de Sarah. Est-il possible que personne dans son entourage ne se pose des questions, ses parents par exemple? Oui, c'est parfaitement possible parce que le sociopathe peut agir très différemment vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses amis ou etc. Donc pour beaucoup d'entre eux, ben oui, ou alors bon, donc pour beaucoup d'entre eux, il est comme ça, comme il l'a toujours été, ou alors tout simplement, les personnes ne se posent pas de questions parce qu'il a toujours été comme ça et c'est comme ça. Enfin, vous avez aussi la possibilité que les parents, éventuellement, savent que ce gosse ou ce jeune homme ou cette jeune femme, ce que vous voulez, n'est pas comme les autres. On le sait parfaitement et on sait parfaitement aussi qu'on ne peut rien y faire pour le changer parce qu'ils ont essayé et ça n'a pas marché du tout pour cause. Et donc, quelque part, ils se sont résignés à ce que, bon, ben, il est comme ça, quelque part. Donc, bah non, c'est comme ça. Donc, c'est plutôt, c'est pas qu'ils se posent pas de questions, mais c'est comme ils n'ont pas vraiment les réponses et comme ils peuvent pas y faire grand chose, et ben ils ont accepté ça comme un fait accompli quelque part. Et enfin, dernière possibilité, du fait où la sociopathie est un phénomène héréditaire, il y a des chances pour que l'un des parents, ça peut être aussi les grands-parents, ça peut sauter une génération, soit sociopathe lui-même, et donc ben, pour eux, ils vont pas se poser de questions non plus parce que c'est comme ça les gosses, et puis c'est tout, qu'à lui donner des claques, ou même à la limite être fier de lui si il fait comme son papa au même âge, quoi. Donc voilà. Oui, ne passez pas le message à ces personnes, voilà, mettez là. Et puis donc, ouais, utilisez la méthode annuler ou stop. Lorsque vous commencez à repenser à certaines de ces situations, à lui et à envie de le recontacter, dites-vous bien haut et fort, c'est pour ça que je l'ai écrit en grosses lettres, annuler ou bien stop. Ne vous dites pas non, je ne veux pas penser à ça. Parce que pour le cerveau ne peut pas comprendre non, je ne veux pas. Je ne veux pas penser à lui. Donc, pour cette raison, n'utilisez pas non, mais utilisez annuler ou stop et forcez-vous à penser à autre chose. Donc, lorsque vous entrez un petit peu dans ces colères, dans ces rages, dans ces envies de le recontacter, etc., utilisez cette méthode et forcez-vous à aller dans un autre sens. Vous avez donc le trouble
de stress post-traumatique. Je vais finir par l'apprendre en français. Hein. Donc les troubles de stress post-traumatique, c'est un genre de torpeur, une sensation d'être déconnecté et donc certains flashbacks. Et puis même, ça peut même aller jusqu'à une aversion à l'amour et au sexe et une forme d'isolation, un petit peu comme si on avait peur ou on craignait que quelque part, ils sont tous comme ça, ou vous allez être un petit peu trop aux aguets à la premier signe où oh tiens, en voilà encore un quoi. Et puis vous vous sentez épuisé. Mais enfin, quelque part, c'est tout à fait normal d'être dans cet état. Parce que vous avez vécu quelque chose de très intense. Alors, au début de la relation, très intense sur le côté positif, bien entendu. Et après, tout dépend de la durée. Ça a peut-être duré quelques mois, mais ça peut avoir duré quelques années. Mais même si ça n'a duré que quelques mois, ça peut être plus que suffisant pour vraiment vous déconnecter totalement de beaucoup de choses. Et là, en ce moment, vous êtes seulement en ce moment en train de réaliser ce qui s'est passé et en train d'essayer de remonter la pente quelque part. Donc, il est parfaitement normal qu'on soit totalement fatigué, épuisé, aussi parce qu'on a eu toutes ces vagues d'émotions qui vous tombent dessus. Donc, je viens de vous expliquer la colère, la dépression, vous le haïssez, puis de temps à autre, il vous manque énormément. Enfin bref, vous avez toutes ces émotions très fortes qui vous viennent en plus de ça en retard, avec plusieurs mois de retard pour certaines d'entre elles. Donc, bien entendu, tout ça, c'est quelque chose qui fatigue énormément. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à trouver un thérapeute. Et là, vraiment quelque chose de très, très, très important. Choisissez le bien. Ou choisissez la bien si vous êtes plus à l'aise avec une femme. N'hésitez pas, alors là, vous pouvez recommencer à utiliser votre intuition. Si, lorsque vous parlez à ce thérapeute, vous ressentez qu'il y a un truc que j'aime pas trop, laissez tomber, trouvez-en un autre. Les thérapeutes, c'est sûrement pas ce qui manque. Mieux vaut passer un peu beaucoup de temps à trouver quelqu'un qui vous correspond, qui puisse vous comprendre et qui connaisse quelque chose au problème et qui puisse vous épauler, plutôt que de prendre un qui vous paraît pas trop mal, même si il y a ce petit détail qui cloche. Ne refaites pas ce genre d'erreur. Dans ce cas-là, basez-le, trouvez-en un autre. Okay. Mais n'hésitez pas à trouver un thérapeute pour vous aider à vous soutenir au travers de cette phase. Si vous ne l'avez pas encore fait, donc le plus tôt est généralement le mieux, bien entendu, mais si vous ne l'avez pas encore fait, si vous voyez que là, vous avez du mal à passer cette phase-là, donc là, dans ce cas-là, prenez un thérapeute et n'hésitez pas à avancer avec lui ou avec elle. Et donc à vous dire que, OK, c'est vrai que je suis déconnecté de beaucoup de choses, etc. Mais maintenant, la vie a continué dans l'entretemps. Et c'est bien ça qui peut être aussi le problème, c'est que pendant que vous êtes en train de travailler sur vous, la vie continue. C'est-à-dire que vous risquez de vous faire rebazarder par un mec, vous risquez de paumer votre travail, vous risquez de votre petit chien peut mourir. Enfin bref, il peut vous arriver pas mal de trucs. Et dans ce cas-là, si vous êtes en plus de ça dans une situation où vous-même vous vous sentez vulnérable, vous risquez de pleurer comme je sais pas quoi. Et alors là, au moment où vous pleurez, vous vous dites oh là là là, je suis vraiment devenu une loque. Si ça m'était arrivé avant lui, j'aurais très bien géré la situation, mais aujourd'hui je suis là, je suis allé comme une madeleine. Pleurez, pleurez, parce que quelque part, ce sont ces émotions qu'il vous faut travailler, parce que oui, quelque part, les émotions fortes que vous vivez en ce moment, il va falloir apprendre aussi à les gérer en acceptant une certaine faiblesse. Donc, n'hésitez pas à ressentir tous ces sentiments et ces sentiments de peine, de douleur, et aussi cette honte des fois de se dire oh là là, mais c'est honteux. Non, c'est pas une honte, c'est parfaitement normal quelque part. Et puis oui, c'est un fait que ça a dévoilé un côté vulnérable de votre personnalité, et maintenant vous le savez. Et pourquoi pas? Enfin, je veux dire, il y a rien de mal à avoir une certaine vulnérabilité. Ça veut dire que vous êtes normalement constitué. Et donc, utilisez toutes ces émotions pour avancer à votre chemin. Et puis, la dernière phase, quelque part, et c'est là où vous savez que vous êtes en train d'arriver au bout du chemin,
c'est ce qu'on appelle la perte de l'innocence. Parce que on arrive à une espèce de période où quelque part on comprend que l'idée qu'on avait du monde auparavant, eh ben c'est pas tout à fait ça quand même. Donc ça va être quelque part un genre de tristesse. Vous faites le deuil d'une période de votre vie. On se sent un petit peu plus seul. Et puis on arrive à une période d'acceptation et on change de vue sur le monde. Et puis de ça naît un nouvel espoir quelque part. L'innocence, c'est quelque part cette croyance que tout être humain a du bon en soi. Et ça, vous savez maintenant, vous savez aujourd'hui, c'est pas vrai. Il y a certains êtres humains qui n'ont rien de bon en eux, et c'est le cas des sociopathes. C'est un fait, ce sont des personnes qui n'ont pas de qualité pour l'autre. Ils n'ont pas cette empathie, ils n'ont pas ces émotions. La seule personne pour qui ils ont quelque chose, c'est eux-mêmes. Vous avez rencontré, pourra-t-on dire, l'égoïsme à la puissance 10 000. Et là, vous avez compris que ça sert à rien de chercher du positif, ni dans la relation quelque part, ni en lui, parce qu'il n'y en a pas. Et quelque part, ça, c'est triste quelque part parce que, en fin de compte, on aimerait tant que tout le monde, qu'il y ait quelque chose de bon en tout le monde. Surtout qu'on est tous un peu humanistes de toute façon, au moins. Donc, oui, on comprend que c'est pas comme ça. Et donc, au lieu de croire que tout le monde est comme vous vous êtes plus attentif ou plus attentive à ce que font les autres et vous laissez leurs actions parler pour eux. Ah oui, c'est un fait. Et ils vont vous dire ceci, cela, moi, je. Et puis vous remarquerez que ceux qui vous parlent toujours de ce qu'ils font bien le font généralement très mal. Moi, je suis très bonne écouteuse. J'écoute tout le monde, alors que c'est une personne qui parle constamment. Je suis très généreuse, alors que c'est quelqu'un qui n'est généreux que pour les personnes qui vont rendre. Bref, on se rend compte petit à petit que les gens qui parlent beaucoup, généralement, agissent beaucoup moins. Et vous en avez soupé un petit peu de croire à ces je t'aime et je vais te rapporter la lune. Alors maintenant, vous laissez les actions parler. Et quelque part, ça donne une certaine sagesse et c'est très très bien. Vous risquez de changer d'amis parce que les amis que vous avez eus avant la rencontre avec le sociopathe étaient peut-être un petit peu, beaucoup son genre aussi, parce que vous étiez moins sûr de vous, vous manquiez vraiment de confiance en vous, et quelque part, cette confiance en vous, vous pensiez l'avoir en ayant certains amis qui étaient des amis qui peut-être vous utilisaient un petit peu à leurs besoins. Et puis maintenant, ça c'est fini ce genre de choses parce que maintenant vous avez appris la leçon. Donc il se peut que vous perdiez quelques amis, mais ça fait pas grand mal de perdre ce genre d'amis. Donc votre entourage va changer petit à petit. Et alors donc là arrivera plutôt les phases positives, si on peut dire ça comme ça. Là, vous allez passer le cap, qui vont être donc une plus grande liberté, une plus grande introspection, un plus grand respect de soi, et puis beaucoup plus d'amour, bizarrement, ouais, et puis une autre forme d'amour aussi vis-à-vis des autres, un amour plus inconditionnel, mais par contre on le donnera pas à n'importe qui. Et quelque part un genre de spiritualité qu'on développe de ça. Donc quelque part, cette rencontre, vous pouvez non seulement la surmonter, mais en plus la transformer en quelque chose qui peut vous donner énormément de choses. Une fois que vous avez surmonté ça, une fois que vous avez appris les différentes phases, une fois que vous avez appris les différentes leçons qu'il y avait à en tirer, vous pouvez vraiment devenir une personne beaucoup plus calme, beaucoup plus posée et quelque part, vous allez aimer la vie beaucoup plus que vous l'avez aimé jusqu'ici. Voilà, c'était à peu près ce qu'il y avait à dire. J'ai essayé de faire vite parce que, comme vous pouvez le voir, il y avait pas mal de choses à dire. Et puis, même là, ça a quand même pris 3/4 d'heure. Hein, donc, je suis vraiment désolé de vous avoir tenu la jambe si longtemps, mais j'ai vraiment pas pu faire beaucoup plus court. Et donc, si vous êtes intéressé, donc il y a donc Élever un sociopathe qui parle plutôt donc de la personnalité du sociopathe, que vous pouvez trouver chez Amazon. Et ça, c'est donc, vous pouvez le trouver en faisant malka.fr/e/élevé sans accent, comme la nouvelle écriture qui va passer en route en 2016. Et là, ça vous mènera directement à Amazon.
Ou alors donc là, ceux qui parlent plutôt de la relation, comment est la relation, et puis comment s'en tirer après ça, aussi chez Amazon. Et ça, vous pouvez le trouver en allant sur malka.fr/e/revivre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je compte bien entendu faire un nouveau webinaire dans une quinzaine de jours. Cette fois, je ne parlerai pas des sociopathes. Maintenant, on va quand même les laisser un petit peu seuls. Je vais parler d'un autre sujet tout aussi intéressant et c'est, ça, je vous en parlerai donc dans une quinzaine de jours. J'espère vous revoir. À bientôt. Au revoir.